Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal sur les antennes de Numérica Télévision. Au sommaire annoncé pour ce week-end, la publication du calendrier électoral interviendra probablement la semaine prochaine. La commission électorale entame d'abord ce samedi les travaux de délibération avant la publication du calendrier. Et c'est Corneille Nlanga qui l'a dit ce vendredi à l'issue de l'audience qui lui est accordée par le président de l'Assemblée nationale. Image à suivre dans ce journal. Les professionnels des médias congolais se sont souvenus ce vendredi 3 novembre de Franck Nguiké et son épouse 12 ans après leur assassinat. Une messe d'action de grâce a été dite en leur mémoire. Mesdames, Messieurs, merci de continuer à nous faire confiance. Direction Est du pays, les FARDC, appuyés par la MONUSCO, ont repris ce matin le contrôle de 3 de leurs positions occupées depuis la ville par les présumés rebelles des ADF sur l'axe Mbaou-Kamango en territoire de Béni. Nous sommes là au Nord Kivu. Selon les sources sécuritaires citées par la radio onusienne, depuis quelques jours, les présumés ADF tentent d'installer cet axe entre le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, annonce le déploiement des nouvelles unités des FARDC dans le territoire de Rutshuru et Béni pour mettre définitivement fin à l'activisme des groupes armés, dont les rebelles ougandais des ADF. Il a dit ce vendredi à Goma, à l'issue d'une réunion de sécurité entre gouvernement provincial, l'organe délibérant ainsi que les services de sécurité de Goma. Retour à Kinshasa, le président de la Commission électorale nationale indépendante poursuit ses consultations avant la publication du calendrier électoral. Corneille Nlanga a échangé ce vendredi avec le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Il a annoncé pour ce samedi d'abord le début des travaux de délibération en interne avant la publication du calendrier électoral. Les détails avec Félix Ilunga et Eric Kalambay. Nous avons le bureau de la CENI vient d'être reçu par le bureau de l'Assemblée nationale et ça rentre dans les cadres des dernières consultations que nous avons avant les travaux de délibération qui vont nous conduire à la CENI, à la publication du calendrier. Nous informons bien entendu l'opinion que demain samedi, la CENI va lancer les travaux de délibération en son sein pour arriver à la publication du calendrier. Une fois les travaux de délibération clôturés, le calendrier sera annoncé. Nous sommes donc venus à l'Assemblée nationale pour une dernière consultation, autant que nous le faisons avec les autres institutions dans les cadres institutionnels, mais aussi autant que nous l'avons fait avec les autres parties prenantes, dont les partis politiques, les regroupements politiques, mais aussi les partenaires techniques et financiers internationaux. Vous savez que nous avons été au Parlement européen, à la Commission européenne, au niveau de l'Union africaine hier, et nous voici aujourd'hui au Parlement dans ce sens. La promesse sera tenue, la promesse c'est celle-là, c'est le fait qu'on commence la délibération demain, donc on a déjà tenu promesse. Entre-temps, c'est l'un des éléments aujourd'hui qui sera au calendrier, sera la finalisation de l'inscription des électeurs sur les listes électorales. Et nous sommes aujourd'hui dans les 2 dernières provinces qui sont restées, c'est-à-dire les provinces de Kasaï et Kasaï central, ainsi que les territoires de Kamige et Lwilu dans la province de Lomami. L'opération se déroule avec beaucoup de difficultés, mais il avance plus ou moins normalement. On a déjà dépassé les cap de 43 millions d'inscrits. Nous attendons que dans cette partie, dès qu'on termine, cette étape sera finie. Elle fera partie du calendrier que nous publions demain. Sans les listes électorales, nous n'aurons pas des élections. Après donc cette inscription, il y aura la consolidation du bilan. Nous allons demander les 2 lois, la loi électorale et la loi portant répartition des sièges. On convoquera par la suite l'électorat, ce qui va nous conduire à l'enregistrement des candidatures.
Et hier jeudi, le président de la Commission électorale nationale indépendante a échangé avec les confessions religieuses, membres de la Commission d'intégrité et médiation électorale. Au menu, la publication du calendrier électoral. Les confessions religieuses se sont engagées à soutenir la publication de ce calendrier. Les détails avec Jefté Tsoleni. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations initiées par la CENI. Toutes les confessions religieuses réunies au sein de la Commission d'intégrité et médiation électorale ont voulu puiser à la source l'état d'avancement du processus électoral, surtout sur la publication du calendrier électoral. Lorsqu'on parle des élections transparentes, crédibles, etc., on termine toujours par apaiser. Et lorsqu'on parle des élections apaisées, c'est avant tout aussi les confessions religieuses, parce que vous savez que nous, on vit avec la population au quotidien, toutes les espérances, les angoisses et tous les attentes de la population, les confessions religieuses, nous le vivons, nous le connaissons mieux que quiconque. Et donc lorsqu'il faut publier par exemple le calendrier électoral, c'est un grand moment dans la vie politique, la vie sociale du pays. Et nous aussi, nous avons été consultés pour que nous puissions également parler aux fidèles, aux croyants, etc. Tout ça, un appel à la paix. Et je crois que dans les prochaines heures, nous ferons un grand message de paix pour notre pays, parce que c'est très important que nous ayons la paix, que le pays vive avant, pendant et après les élections. Le président de la Commission d'intégrité et médiation électorale a souligné que les confessions religieuses ont un rôle important à jouer dans l'instauration de la paix en période électorale. Autre chose, le gouverneur de la ville de Kinshasa était hier jeudi à la session du Conseil économique et social. André Kimuta est allé présenter la politique de l'hôtel de ville dans la gestion et évacuation des immondices à travers la capitale. On l'écoute au micro de Rachel Kitsita. J'ai d'abord informer les conseillers de la République. Ils doivent savoir que chaque jour à Kin, ce que nous produisons en termes de déchets, c'est 9000 tonnes de déchets par jour. 9000 tonnes. Alors, les normes internationales, disons la Banque mondiale, la BAD, a estimé à $30 les coûts par tonne. C'est pourquoi nous avons calculé, vous avez vu à peu près. Là, les coûts par tonne, c'est $30 en multipliant par 9000 par jour. Vous avez les coûts par jour, c'est $270 000. Vous multipliez par mois, vous voyez un peu ce que ça nous donne, 8 millions de dollars, 9 millions de dollars. Bref, nous avons dit à 12 millions pourquoi il faut ajouter les carburants, il faut ajouter des engins, ainsi de suite. C'est ce qu'il faut avoir. Prenons 150 millions que la ville devait avoir si on avait appliqué la disposition constitutionnelle qui dit que la retenue, non pas la rétrocession. La disposition constitutionnelle, c'est la retenue à la source. On a vu qu'avec ce système, la ville de Kinshasa, la province, l'ex-province du Katanga, le Bas-Congo, je crois la province du Nord-Kivu, toutes ces provinces-là peuvent bien se défendre. Pour les autres provinces, ce serait difficile, ils n'auront pas de moyens. Mais il y a ce qu'on appelle, on leur a dit, il y a ce qu'on appelle la péréquation. Qu'est-ce de péréquation? Qu'est-ce de péréquation? Bon, tout ça, on nous a imposé une rétrocession qu'on appelle allocation, qui est d'abord insignifiante. Imaginez que la ville devait avoir un minimum de 100 millions par mois. Même en période de crise, 50 millions de dollars par mois. Face à ces 8 millions de dollars, vous ne voyez pas que la ville pouvait bien prendre en charge l'assainissement de la ville. Quittons Kinshasa, la capitale, et rendons-nous à présent à la ville de Matadi, où le ministre d'État en charge de la fonction publique qui a séjourné dans la ville portuaire au Congo central, Michel Bongongo, a sensibilisé les fonctionnaires sur le programme de la réforme de l'administration publique. La suite en images. Tant que toute la République ne sera pas imprégnée du bien fondé de la modernisation et de la réforme de l'administration publique,
Le ministre d'État, ministre de la fonction publique, ne compte pas s'arrêter en chemin. Le Congo central était une étape en plus de cette sensibilisation. À la place Mbulamatari, Michel Bongongo et les fonctionnaires de cette ville portuaire ont échangé sur les axes majeurs et prioritaires de la réforme de l'administration publique. J'exhorte tous les cadres et agents de l'administration publique de la province à se mobiliser et à se mettre à la disposition des équipes chargées de leur recensement ainsi que du contrôle des effectifs pour, d'une part, permettre aux éligibles à la retraite d'avoir droit à leurs allocations de fin de carrière et autres avantages dus, et d'autre part, régler dans la mesure du possible la situation administrative et financière des fonctionnaires dits nouvelles unités et non publiques. Que vive la réforme de l'administration publique. Au regard des questions posées, le message a été capté 5 sur 5. Le socle du développement d'un pays, c'est la force de son administration publique. Défi que le gouvernement congolais tient absolument à relever. Retour à Kinshasa, le ministre du Tourisme a échangé avec une délégation de ProCredit Bank Equity conduite par son directeur général. Il était question de trouver des mécanismes de partenariat pour associer les banques à la promotion du secteur touristique en République démocratique du Congo. Jefté Tsoleni et Eric Ndongala pour le reportage. Redynamiser et promouvoir le tourisme en RDC, tel est le cheval de bataille de Franck Mwedi Malila, ministre du Tourisme. C'est dans ce cadre qu'il a échangé avec la délégation de ProCredit Bank du groupe Equity. L'objectif étant d'inciter les banques œuvrant en RDC à s'investir aussi dans les secteurs touristiques. Nous avons constaté que le secteur est informel. Nous avons voulu remédier à cela et notre démarche, c'est de le faire par le biais de la numérisation comme nous venons de l'expliquer. Maintenant, nous escomptons qu'avec ces procédés qui seront mis en place, nous allons pouvoir non seulement formaliser le secteur par l'identification, mais aussi pouvoir aider les opérateurs parce que ça va nous permettre aussi, en les identifiant mieux, de pouvoir les aider à mettre des statistiques en place, mieux sérier leurs problèmes, de telle manière à ce que l'on puisse, avec eux, promouvoir leurs projets, promouvoir le secteur et peut-être les accompagner financièrement par des partenariats publics-privés avec des banques, valider certains de leurs projets de telle manière à ce que le secteur devienne un secteur réellement porteur. Pour le directeur général des ProCredit Bank, son institution accorde une importance de taille au tourisme, d'où tout partenariat est les bienvenus. Nous estimons que c'est un secteur porteur. Vu l'expérience de la banque au Kenya, déjà, qui est un pays à vocation touristique, avec tout ce qui a été développé au niveau du Kenya, nous estimons un acteur important et nous avons notre rôle à jouer dans le développement du secteur du tourisme ici au Congo. Notre apport est l'accompagnement en général sur les services financiers que la banque peut apporter et en termes d'innovation ou en termes de digitalisation. Nous sommes la première banque à avoir lancé les e-commerce au pays et nous pensons mettre cette expertise dans le développement du tourisme au Congo. À l'instar des autres pays africains, la RDC, à travers le ministère du Tourisme, entend rendre son secteur touristique le plus attractif possible. Après avoir indemnisé 815 victimes pour le seul mois d'octobre, la Société nationale d'assurance poursuit sa mission. Pour cette première opération jeudi sinistre du mois de novembre, elle a traité et payé 204 dossiers dans les branches d'assurance automobile, vie et incendie. Ange Makadi, Tapilutouno, reportage. Leader dans le monde d'assurance en République démocratique du Congo, la Société nationale d'assurance poursuit l'opération jeudi sinistre. 204 dossiers ont été traités et payés à travers 28 agences de la ville de Kinshasa
90 victimes ont été indemnisées à la direction générale, au moment où à l'agence de la Gombe, l'assureur national a indemnisé 10 victimes. Une victime dans chacune des agences de la DGI Gombe et Lemba, tandis que ces dossiers ont été traités et payés à l'agence de Willery. Par contre, 6 dossiers ont été également traités et payés dans chacune des agences d'Nsele, Maluku et du 30 juin. Entre-temps, la société qui dirige Carole Aguito a traité et payé 5 dossiers dans chacune de ses agences de la Funa et Ngaliema. 4 dossiers ont été traités et payés dans chacune des agences de Barumbu, Bandalungwa, Ndolo et Sainte-Thérèse. Par contre, 3 dossiers ont été traités et payés dans chacune des agences du commerce, Kasavubu, Libération, Ndjili et Yolo. 2 victimes ont été indemnisées dans chacune des agences de Mbenteke, Kingabwa, Kitambo, Massina et Ngiringiri. Enfin, un seul dossier traité et payé dans chacune des agences de Kalamu, Matete, Ngaba et Sosimat. La République démocratique du Congo prend part à la 61e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui se tient depuis le 1er novembre à Banjul en Gambie. Le ministre des Droits humains a quitté Kinshasa hier jeudi pour présenter la RDC à cette session qui va se clôturer le 15 novembre prochain. Sur place, Marie-Ange Mouchobekwa va assister à la présentation et à l'examen du document englobant les rapports périodiques sur la RDC couvrant la période de 2008 à 2015. 3 novembre 2005, 3 novembre 2017, cela fait exactement 12 ans jour pour jour depuis que Frank Ngike et son épouse Hélène Paka ont été assassinés. Pour honorer la mémoire de l'ancien journaliste de Référence Plus, une double cérémonie a eu lieu ce vendredi. D'abord, une messe d'action de grâce et dévoilement de la pierre tombale au cimetière de la Gombe. Félix Ilunga, Erika Lambaye, reportage. Malheur à ceux qui vont taire leurs paroles pour bâtir le Congo. Les journalistes doivent bâtir au moyen de leurs paroles et leurs écrits, nonobstant les obstacles. Appel de l'officiant du jour à l'occasion du 12e anniversaire du double meurtre du journaliste Frank Ngike et de son épouse Hélène Mpaka. Il a souligné dans son homélie que l'assassinat reste punissable par la loi. Hommes et femmes des médias se sont associés à la famille afin d'honorer la mémoire des disparus. L'éditeur du journal La Référence Plus n'a qu'un seul mot, merci. Merci à tous ceux qui sont impliqués dans l'affaire. Bien plus, il a plaidé pour que justice soit faite. Mais depuis le meurtre, le double meurtre de Frank Ngike jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à exiger la justice. On n'a jamais rendu justice. Il faut que l'État congolais puisse se rappeler que c'est la justice seule qui élève une nation. Autre cérémonie subséquente, le dévoilement de la pierre tombale au cimetière de la Gombe. Bien que mort, l'absence du couple Ngike n'efface pas l'amour de ses enfants. Grâce Ngike n'a pas pu contenir ses larmes. Puisse le port du ciel s'ouvrir pour vous. Paix à vos âmes, papa et maman. Parce que la mort n'arrête pas l'amour. Vous êtes les absents les plus présents de notre vie. La concrétisation de la pierre tombale est l'œuvre de la famille de l'Union nationale de la presse du Congo, du journaliste en danger GED, de l'ASBL Le Kassapar ainsi que d'autres particuliers. Le couple Ngike fut assassiné la nuit du 2 au 3 novembre 2005 à son domicile au quartier Mombele de Limete. Et les témoignages sont frappants. Pour l'Union nationale de la presse du Congo, Frank Ngike était un journaliste passionné. Il avait marqué son époque par la fougue de sa plume. Je vous propose de suivre le représentant de l'UNPC qui s'exprime au micro de Félix Ilunga et Erika Lambaye. Que des éloges, que des hommages à Frank Ngike et que des témoignages. Son élan journalistique a fait parler de lui. Homme passionné, sa profession lui a attiré le malheur. Son nom actuel, Ngike,
n'était qu'une inversion de lettres. Pour un pseudonyme, un simple sobriquet Kengi, son véritable post-nom. En vue de d'éviter au niveau de l'agence un journaliste à double emploi. Et surtout la foudre de ses écrits dans les journaux, notamment la référence plus, le journal qu'il préférait et qui a connu à cette époque des moments de gloire. Cet éventuel nom de Ngieke, qu'on appelle aujourd'hui Ngieke, l'a rendu célèbre. Et l'a coûté cher. L'a coûté des ennuis. 12 ans après son assassinat, pas de procès pour élucider les circonstances de ce double drame, déplore l'UNPC. Quant à nous, l'Union nationale de la presse du Congo et tous les journalistes de la République représentés ici sommes demeurés déçus et même restés sur notre soif de ne pas connaître tes assassins et leurs commanditaires, dont les circonstances exactes et les objectifs précis n'ont jamais été éclaircis jusqu'à ces jours. Ces malfrats, rapportait-on, vivent encore et circulent parmi nous. Relations entre les clubs et les footballeurs de la RDC, contrat ou arrangement, c'est le thème principal de la conférence débat organisée conjointement par l'Union des footballeurs congolais en collaboration avec Voir Clair, une ASBEL qui milite pour le changement de mentalité en partenariat avec un panel de journalistes sportifs. L'enjeu était de répondre aux questions d'actualité autour des transferts conflictuels des joueurs en RDC conformément au texte en vigueur. Paul Kazozo pour les détails. Au regard de l'arrêt Bosman en 1995 et du cas Neymar en 2017 en Europe, avec beaucoup d'incidences sur le football mondial, des cas de transferts conflictuels de joueurs abondent en RDC. Et en dépit des statuts clairs de la FIFA et des textes en vigueur en RDC, d'où le sens même de cette conférence débat dans le but d'éclairer la lanterne des équipes, des joueurs et de l'opinion sportive. Ce qu'on peut retenir, c'est que nous nous battons pour la mise à jour des textes qui régissent les statuts de joueurs, qui régissent les transferts dans notre pays. Parce que nous avons pris cette initiative en partant des problèmes de conflits que nous avons relatés comme presse au niveau de notre mercato. De joueurs qui entrent en conflit avec les clubs ou de clubs qui entrent en conflit entre eux sur cela. Et pourquoi cela? On a interrogé les textes de la FIFA, on s'est dit c'est parce que nous sommes en déphasage. Pourquoi nous sommes en déphasage? Il y a sûrement des responsabilités. Nous sommes encore en train de dormir sur nos lauriers. Il faut nous réveiller. Les syndicats, les avocats doivent aussi jouer leur rôle pour défendre les intérêts. Les joueurs, la carrière du joueur est très limitée. Elle est tellement brève que pendant où il est opérationnel, il faudrait qu'il accumule, si vous voulez, tous les moyens possibles parce qu'il vivra de cela après. Parce qu'il y a des joueurs qui n'ont que les jambes pour vivre. Mais alors, pour profiter justement de ces dons que Dieu leur a donnés, il faudrait qu'administrativement, qu'ils soient outillés, qu'ils soient protégés, de manière à ce que demain, il peut vivre de son métier. Du choc des idées jaillit la lumière, dit-on. À première vue, le thème du débat apparaît banal, mais peut bien changer les choses si tout le monde y réfléchit autour d'une même table. Hors de nos frontières, le président américain entame aujourd'hui sa première tournée en Asie depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Un voyage de 11 jours qui le mènera au Japon, en Corée du Sud, en Chine, au Vietnam et aux Philippines. Affaibli par l'affaire des ingérences de Russes dans la dernière présidentielle, Donald Trump va devoir rassurer ses alliés asiatiques inquiets du fait de la menace nord-coréenne et tenter de positionner durablement les USA sur le marché de la région. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci aux internautes qui continuent à visiter chaque jour encore plus notre page Facebook.
Facebook Numérica TV officiel. Vous aussi faites de même. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien et merci de votre attention. Et juste après ce journal, vous suivrez une page magazine consacrée à la sortie officielle de la plateforme Les Progressistes de Sami Badibanga. Mesdames, Messieurs, point final. Au revoir et à la semaine prochaine. La commission électorale va publier le calendrier électoral ce week-end. Selon des sources de l'organe chargé d'organiser les élections en RDC, citées par Forum des As, sauf changement de dernière minute, la publication du calendrier interviendra ce samedi 4 novembre. Une information confirmée par le président de la centrale électorale, à en croire la prospérité, Corneille Nangaa l'a dit lors de son entretien avec le président de la commission de l'Union africaine. Le président de la commission électorale nationale indépendante a, selon Géopolis Hebdo, au cours de cet entretien, obtenu le soutien du président de la Commission de l'Union africaine qui a souligné l'importance que revêt la publication rapide d'un calendrier électoral crédible et aussi consensuel que politique. La tempête des tropiques annonce le retour des députés de l'opposition à l'Assemblée nationale. Ils ont pris cette décision à l'issue d'une rencontre avec le président de la Chambre basse du Parlement. Le courrier de Kinshasa s'intéresse à la publication du rapport de GED. Selon le quotidien, l'ONG de défense des professionnels des médias a enregistré 121 cas d'attaques contre les médias, dont près de la moitié constituaient des violences physiques contre les journalistes. Ce rapport précise Congo Nouveau a été publié à l'occasion de la célébration internationale de la lutte contre l'impunité. La structure de défense des droits des journalistes a dénoncé ce qu'elle appelle la répression systématique et sans complexe de la liberté de la presse et d'expression par le pouvoir en place. Kempinski Fleuve Congo Hotel a servi de cadre à la sortie officielle d'un nouveau courant politique de l'opposition dénommé les progressistes. Sous le leadership de l'ancien Premier ministre Sami Badibanga, ce courant regroupe les opposants signataires de l'accord du 18 octobre 2016 qui n'ont pas signé celui de la Senko. Sous les acclamations de ses nombreux partisans, Sami Badibanga fait le constat que l'accord de la Saint-Sylvestre risque de ne pas atteindre son objectif, à savoir l'organisation des élections en fin décembre 2017. Le leader des progressistes estime que l'accord de la Saint-Sylvestre est la seule feuille de route pour la gestion de la période intérimaire. Pour arriver aux élections, l'accord du 31 décembre doit être appliqué. Pour être appliqué, il doit être approfondi. Il faut donc amender l'accord du 31 décembre qui est encore sur la table et auquel renvoie la résolution 2348 des Nations Unies. Nous pouvons et nous devons négocier un addendum avant le 31 décembre pour remédier aux faiblesses de cet accord. Quelles sont ces faiblesses? La principale est d'avoir été négociée sans l'autorité d'une institution de droit international, dont la légitimité et le poids politique engagent et obligent toutes les parties à l'appliquer dans sa lettre, dans son esprit et dans les délais fixés. Cependant, il faut conclure et signer rapidement un addendum sous les auspices de l'ONU, de l'Union européenne, de l'Union africaine
et de l'Organisation internationale de la francophonie afin d'en rendre les résolutions obligatoires. La République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions. Selon l'adage, il n'y a pas de droit efficace sans sanction, l'accord doit être amendé pour intégrer des conséquences claires en cas de violation. Nous sommes convaincus qu'en approfondissant l'accord du 31, nous mettrons les élections à notre portée et qu'ainsi nous éviterons l'impasse politique, l'effondrement des institutions et les violences vers lesquelles nous nous dirigeons. La ligne politique que nous défendons est effectivement différente d'autres au sein de l'opposition. Nous voulons des institutions fortes et respectées, parce que légitimées par l'expression de la volonté populaire, garantes de l'état de droit et capables de mettre en œuvre des politiques publiques de progrès collectif et individuel. Ces différences, nous les avons assumées et continuerons à les assumer avec force, mais aussi avec tolérance. Le respect des différences est l'essence de la démocratie. C'est bien simple, la démocratie n'existe pas sans pluralisme politique. C'est pour cela que nous avons décidé de lancer ensemble un nouveau courant au sein de l'opposition. Un courant porteur d'espoir et de progrès, un courant porteur d'un avenir de paix et de sécurité qui permette à chacun de construire son avenir et ses projets dans un état de droit et de transparence fondé sur les institutions fortes, un courant porteur de liberté et d'exigence, un courant porteur de progrès et de partage des efforts et des fruits de la croissance. Ce courant, nous avons choisi de le baptiser les progressistes. Ainsi, la mission de notre courant est de fédérer ceux qui veulent construire et articuler une vision de progrès pour notre pays. C'est pourquoi, pour emmener la nation et notre peuple aux élections et à l'alternance démocratique, nous lançons un appel à l'unité d'action de l'opposition pour former rapidement, dans le respect de nos différences, une équipe forte, soudée et offensive pour rétablir les conditions permettant l'expression de la volonté populaire. Je vous remercie pour votre aimable attention. Emboîtant le pas à Sami Badibanga, les leaders des partis membres ont signé le protocole portant la création du courant progressiste. Il s'agit de Patrick Mayombe de l'UNIR, Fidel Tingombaï de la CRP, Solange Ngoma des Forces du Futur et de Matousila Malungeni pour l'Abaco. L'élu du Mont-en-Bas insiste sur le respect des institutions. À ce propos, il plaide pour l'introduction du Parlement dans cet addendum. Pourtant, il ne s'agit pas d'une demande d'un nouveau dialogue, mais d'une façon d'opérationnalisation de la mise en œuvre de l'accord de la CENCO.